Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode Inside eSport. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un rôle essentiel dans l'écosystème de l'eSport, celui de responsable eSport et de manager d'équipe. Donc comme on sait, derrière les joueurs, il y a toute une structure, une vision, des décisions, etc. Et c'est justement ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Tixan. Donc merci à toi d'avoir répondu présent déjà. De rien, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en nous parlant de ton parcours scolaire, ton orientation professionnelle et ce qui t'a mené à entrer dans l'e-sport? Ok, moi c'est Dixan. Mon parcours professionnel, il est très simple. Moi, je suis en informatique, donc j'ai suivi bac scientifique, licence en informatique, master en cybersécurité. Donc voilà, donc l'informatique, je suis dedans depuis très longtemps. Et forcément, quand j'ai mon premier ordinateur, tout ça, j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo, première console, tout ça. Et voilà, après, je suis tombé dans l'e-sport parce que j'ai ce truc de compétiteur où j'aime la compétition en général. Et j'aime les jeux vidéo et l'e-sport, c'est littéralement ça en fait. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu es responsable e-sport et manager d'équipe chez K2 eSport. Comment tu es arrivé à ce rôle? Parce qu'en fait, tu t'es présenté, tu nous as dit que tu es arrivé rapidement dans l'e-sport parce que tu aimes la compétition. Mais justement, comment tu es passé de simple joueur à carrément responsable et manager d'équipe? Alors, comme tu viens de le dire, à la base, j'étais joueur. Faut savoir que moi, j'ai toujours voulu faire de l'e-sport, être acteur de l'e-sport. Mais au début, côté joueur, c'est clair. Sauf que malheureusement, quand la vie te rattrape et que tu te rends compte que tu n'as peut-être pas le niveau nécessaire pour atteindre tes objectifs, très vite, tu essaies de chercher des alternatives, tu essaies de voir comment tu pourrais être utile, comment tu pourrais apporter ta pierre à l'édifice, surtout à l'e-sport antillais, à Guadeloupe, Martinique, tout ça. Au début, j'étais joueur. Au final, je suis passé du côté administratif. Ouais. Donc ça veut dire tout ce qui va être gestion de tournoi, administration, faire en sorte que tout se passe bien, créer les événements, avoir des retours pour savoir comment les joueurs ont trouvé l'organisation, savoir comment les spectateurs ont trouvé l'organisation, savoir comment... Pour pouvoir un peu, vraiment, toute la partie... des tournois, du coup. Au tout début, ouais. Au tout début, je suis passé de joueur à organisateur, plus du côté organisateur, pour pouvoir rester proche de ce côté compétition. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pour des raisons personnelles, j'ai dû quitter la Guadeloupe. Donc, je suis allé en France métropolitaine. Et malheureusement, avec tout ce qui était décalage horaire et tout ça, c'était plus compliqué de pouvoir dire oui, de devoir apporter du coup ma contribution. Clair que forcément, quand t'es décalé, c'est pas pareil. En plus, on sait très bien comment, et plus particulièrement sur League of Legends, on sait comment c'est très compliqué de jouer sur les serveurs européens depuis chez nous, donc malheureusement. Depuis les Antilles. Surtout que nous, on a toujours ce problème de... En fait, on est légitimement, on n'est pas reconnu pour certains et on n'est pas reconnu pour d'autres. Donc, je m'explique. C'est parce qu'en fait, pour Riot Games, nous, on est localisé, même si on joue sur les serveurs européens, même si on est français, nous, on est localisé en Amérique latine, plus au niveau Amérique du Nord, Amérique latine. Et donc, du coup, quand on veut participer à des compétitions, des événements ou autres,
en fait, ils nous interdisent littéralement d'y participer. Ouais. Et vice-versa, quand on va vouloir se rapprocher du coup sur des compétitions qui sont organisées en Amérique latine ou en Amérique du Nord, eh ben, on va nous dire que oui, mais en fait, malheureusement, on a la barrière de la langue, soit parce qu'on va nous dire que oui, c'est réservé exclusivement pour des pays d'Amérique latine ou exclusivement pour des pays d'Amérique du Nord et tout ça. Il y a quelques exceptions qui font qu'aujourd'hui, K2 arrive à pouvoir performer dans des ligues telles que actuellement ils sont en train de jouer dans des ligues, une très bonne ligue même. Mais c'est vrai que c'est vraiment très récemment qu'on a commencé à trouver des opportunités pour que l'équipe de K2 puisse se développer un peu plus. Ok, et malgré les barrières, justement, j'insiste, comment justement tu as mené à devenir manager d'équipe? Alors oui, voilà, donc du coup, pour continuer, en arrivant en France et en cherchant un moyen de faire quelque chose à mon échelle, il y a toujours eu cette idée chez K2 de viser un autre, pas un autre public, mais de viser une autre scène. On va ça comme ça, une autre scène. Parce que la scène professionnelle, allez, je veux dire pro / semi-pro, aux Antilles, elle est très limitée. Oui. Voire même inexistante. Il y a de très bons joueurs, mais c'est clair que hormis des ligues semi-ouvertes, voilà, on n'a pas vraiment de ligue sponsorisée par l'éditeur du jeu, et donc voilà, légitimement tout ça, c'est compliqué de faire son trou de se faire une place. La niche, oui. Voilà. Sauf qu'en Europe, du coup, on retrouve tout ça en fait. On retrouve ce côté très structuré, avec du coup des ligues du coup, pro, semi-pro. Donc, nous sur League of Legends, ça va être la ligue qui va s'appeler le Nexus Tour, anciennement. Certains connaissent. Avant, ça s'appelait le Mastercard Nexus Tour, mais maintenant c'est le Nexus Tour. Et ça, c'est une ligue semi-pro / pro, ouverte à tous. Ok, donc ça t'a donné vraiment envie d'être acteur du coup. Voilà. Et nous, à la création de K2, ça a toujours été notre rêve caché de au moins participer à cette compétition, parce qu'on sait que généralement, pour les petites équipes, c'est la porte d'entrée, on va dire. Pour les petits. Okay. Il y a vraiment des équipes qui sont parties de rien, qui ont participé à cette compétition et qui ont réussi à se faire un nom. Et aujourd'hui, sont peut-être en Div 2, donc c'est la division au-dessus, qui sont à LFL. Et donc voilà, on a toujours voulu passer par cette porte d'entrée. Mais d'où les complications dues à la géolocalisation. Du coup, impossibilité de participer. Et moi, quand je suis monté en France, j'ai eu cette idée on a eu cette idée. Maintenant qu'on a une personne qui est directement là-bas, donc en l'occurrence moi, est-ce qu'on pourrait pas essayer peut-être de faire quelque chose? Est-ce qu'on pourrait pas essayer de chercher du monde? Est-ce qu'on pourrait pas voir si on n'a pas d'autres Antillais sur place, histoire de pouvoir créer, on va dire, une partie, une partie, tu as un lien européenne, direct entre la structure qui est en Guadeloupe et du coup en France, donc du coup pour intégrer l'Europe. Voilà. Okay. C'est grossièrement c'est ça. D'accord. Grossièrement c'est ça. Et est-ce que tu peux expliquer, en fait, maintenant que tu as de l'expérience en tant que responsable et manager d'équipe, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ce rôle? Alors, manager d'équipe, donc là, le rôle de responsable et le rôle de manager, moi, je le scinde en deux, parce qu'il y aura vraiment la partie où tu es responsable et où tu vas essayer de gérer le maximum de choses. Tu vas essayer de gérer
tout ce qui va toucher de près ou de loin à la structure en tant que telle. Mhm. Et donc ça va compter sur toutes les équipes que tu peux avoir, sur tous les jeux, toutes les licences que tu vas avoir chez toi. Et sur le manager d'équipe, et je vais préciser sur le manager d'équipe League of Legends. Parce que tu peux, en fonction du jeu, tu vas pas gérer une équipe de la même De manière. la même manière, ok. Logique. League of Legends, voilà, c'est du 5v5. Généralement, tu as des remplaçants, tu as du staff, tu as tout ça. Ça se gère différemment que si tu as des joueurs FIFA. Voilà, généralement, ils sont moins nombreux, il y a moins de gens autour d'eux, ils n'ont pas besoin de autant d'encadrement, tout ça. Ok. Pour League of Legends, pour le rôle de manager d'équipe, moi, je vais avoir plutôt 3 rôles, on va dire. 3 rôles. Ouais, je le définirai en 3 principales actions que je vais mener. Première, c'est que je vais avoir un rôle, tout ce qui va être communication et médiation. Ok. Donc, que ce soit de la communication interne, donc entre nous, que ce soit entre moi et les joueurs, entre les joueurs et les coachs et le reste du staff, voilà, vraiment, il faut toujours être dans l'optique de, tu dois savoir ce qui se passe, tu dois savoir, oui, qui a des besoins, écouter les besoins, pouvoir y répondre. Tu peux pas toujours y répondre, malheureusement, c'est logique. Certains, il y en a, des fois, ils ont des demandes, bref. Mais au moins, tu fais l'effort, tu leur montres que tu es présent. Pour le staff. Du coup, tu as une compétence vraiment humaine malgré ton statut, du coup. L'e-sport, c'est très humain à la base. L'e-sport, c'est vraiment très, très humain. C'est le cœur même de l'e-sport. C'est l'humain. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne chez K2 et qu'on a toujours fonctionné. On est une association à taille humaine. Et voilà, c'est très souvent, on compare K2 à la famille. C'est la famille K2, tu vois. On t'a dit, il y a Oxymore, merci d'être là, Oxymore, qu'il est beau. Lui, je vois, toi aussi t'es beau. Donc du coup, pour revenir vraiment sur les rôles principaux, donc tu nous disais la communication, comme c'est humain. Oui, voilà, la communication, la médiation. Ensuite, je dirais, forcément, tu as tout ce côté où... Alors, on aurait pu le mettre dans le côté communication, mais c'est un autre type de communication. Et encore, on va dire... Et en plus, on n'est même pas dans la communication, on est vraiment dans de la gestion d'image. Et de la gestion des relations que nous, on va avoir avec les autres structures. Par exemple, voilà, en Nexus Tour, pour revenir sur ça, en Nexus Tour, généralement, on a quand même pas mal d'équipes qui sont inscrites. Alors, très rapidement, pour comprendre, le Nexus Tour, c'est une compétition, ça se passe sur environ 5-6 mois. Ok. Il y a des joueurs de tout niveau. Ça va du GR. Il y a quand même des tris quand même. Donc, voilà, si vous êtes bronze, silver, vous n'allez pas pouvoir participer. Mais généralement, ça va du diamant au challenger. Et tu as beaucoup d'équipes. Tu peux avoir beaucoup d'équipes. Des fois, tu peux avoir plus de 60, 70, 80. Ils vont se battre sur ces 6 mois et au final, il n'y en a que 8 qui vont passer. Et dans toutes ces équipes-là, c'est logique, forcément, il y aura des gens qu'on va revoir, il y a des joueurs très talentueux qu'on va rencontrer plus d'une fois. Il y a d'autres managers de structures qu'on va rencontrer plus d'une fois. Et c'est important, les relations que tu vas avoir avec les autres structures, parce que c'est comme ça que toi, tu vas te faire un nom. Forcément. Et même, c'est toujours bien... Ça va, toi, installe-toi. On est avec Jixan, manager d'équipe et responsable e-sport. Ça fait beaucoup de casquettes. Justement, avant que tu continues sur les différents rôles, comme tu parles justement de cette casquette où tu es en train de gérer l'image de l'équipe, est-ce que en fait tu te retrouves à devoir gérer la pression des joueurs? Alors, oui et non. En fait, il faut savoir que une chose qui est bien, oui, mais surtout une chose qu'on a veillé à faire,
parce que, et là ça rejoint la troisième action qu'on fait, mais bon, aussi il faut reviendra dessus. Mais c'est que nous, dans les joueurs qu'on recherche, dans les profils qu'on recherche, on a des gens qui, de base, savent très bien gérer leur stress. Ok. C'est des joueurs qui ont un très bon niveau. Pour certains vraiment, j'ai rarement vu des joueurs, j'ai jamais vu des joueurs cliquer comme ça. Et ils ont déjà de l'expérience en fait. Ils ont un peu d'expérience, que ce soit dans des tournois, des petits tournois, des LAN qu'ils ont fait chez eux, dans leur côté, dans leur coin. Ils ont de l'expérience. Ils ont ce côté pression. Et on sait comment, en e-sport, la pression, ça peut très vite devenir ton ennemi. Ok. Donc, nous, quand on cherche les joueurs, parce que oui, c'est clair que je suis pas seul, et que nous, quand on cherche les joueurs, on va avoir des profils qu'on va essayer de rechercher. Et dans certains critères, allez, après, attention, c'est pas parce que tu vas commencer à stresser un petit peu en jouant qu'on va te dire ah ben non, en fait, tu viens pas. D'accord. On va dresser ton profil et savoir à peu près comment tu vas te positionner par rapport au stress, par rapport aux performances. On va voir si tu es à l'aise, comment tu évolues dans un groupe, si tu as le recul sur toi de pouvoir t'auto-critiquer, parce que c'est comme ça qu'on avance aussi un peu. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, il y a quand même des critères. Il y a quand même des critères quand tu recrutes un joueur. C'est pas il joue à League of Legends, donc du coup tu vas le sélectionner et il va jouer. Non, bien sûr que non. De toute façon, l'e-sport, on va pas se mentir, l'e-sport c'est très sélectif. Tout le monde ne peut pas faire de l'e-sport. Ok. Et donc du coup, pour revenir sur ce que tu disais, c'est quoi le troisième point du coup? Et le troisième point, bah du coup voilà, c'est ce que je disais, on va arriver dessus. C'est tout un travail de recherche, mais de recherche, allez, on va dire en général. C'est-à-dire que ça va être recherche de joueurs, recherche de membres de staff, recherche de compétition, parce que il y a les recherches que tu vas faire avant. D'accord. Avant d'avoir ton équipe, pendant que tu auras ton équipe et après. Donc ça va être recherche de joueurs pour créer ton équipe, recherche de staff pour entourer cette équipe, recherche de sponsors pour accompagner cette équipe, recherche allez, on va dire, tout ça après on peut le diviser avec le coach, on peut se partager le travail avec le coach, mais il y a aussi ce travail de chercher des scrims pour que l'équipe puisse s'entraîner, chercher des compétitions pour que l'équipe puisse performer, s'entraîner avant d'avoir les gros matchs de saison. Ça va être aussi, tout ce qui touche à la recherche. Ok. Donc en fait, tu as vraiment un rôle de manager d'équipe. En fait, même si c'est de l'e-sport, même si c'est les jeux vidéo, tu es vraiment sur un métier qui existe en fait. Ouais, voilà. En fait, c'est littéralement gérer une équipe. C'est dans le nom. Mais je veux dire, c'est comme si dans ton entreprise, t'es chefs, t'es manager dans une entreprise, et tu gères une équipe. Si l'équipe tourne bien, c'est que tu fais globalement bien ton taf en fait. Du coup, là on a parlé du manager. Du coup, vu que tu faisais une différence pour responsable e-sport, c'est quoi la différence? La différence, c'est que maintenant, avec le responsable, c'est plus large, mais on va dire que là, maintenant, on va se détacher plus de League of Legends et on sera plus dans quelque chose en rapport directement avec la structure en elle-même. D'accord. Donc là, en l'occurrence, K2. Mais ce que je veux dire par là, c'est que être un bon gérant... c'est ça le mot qu'on a utilisé, responsable, oui. Ouais, responsable, voilà, pas gérant, responsable. Parce que non, les deux, c'est pas pareil. Mais pour être un bon responsable, ça va passer par beaucoup de choses, mais surtout prendre les bonnes décisions pour pouvoir avoir une évolution positive de ta structure, en fait. Parce que, voilà, nous, on en connaît des exemples, on va pas les citer ici, hein, des structures qui sont sorties de nulle part, qui ont duré peut-être quelques mois,
grand maximum On va un pas an profaner, on va pas profaner. et qui ont fermé à cause de décisions douteuses. C'est pas grave. Mais voilà, nous, K2, ça fait peut-être 5-6 ans, même plus de presque 7. Je sais même plus. Bon, Mais pour ça fait un moment les qu'on y est. viewers qui me suivent, c'est vrai que il y a beaucoup la structure K2 eSport qui revient. Je prendrai un temps, bien sûr, pour qu'on vous parle plus de la structure, mais je vous rassure, il y a d'autres structures e-sportives. Et il y a même un exemple. Il y en a d'autres Si qui vous sont là voulez, il y en a d'autres qui sont là depuis plus longtemps que K2. Oui. Et même chose. Et les structures qui tiennent. Enfin, ça, il y a rien de méchant dans ce qu'on va. Je veux dire. Mais les structures qui tiennent, c'est les structures qui ont des bons dirigeants. Des dirigeants qui prennent des décisions. Enfin, de bonnes décisions. Bon, ça sera un autre débat. On refera un, y a pas de souci. Après bon, c'est pas grave. Et voilà. Du coup, Dans pour l'idée, continuer, vu que tu as parlé de cette recherche de joueurs, du coup, on est curieux. On veut savoir comment tu identifies et recrutes tes joueurs ou joueuses et qu'est-ce que tu recherches en priorité chez eux. Ah, très intéressant. Alors, là, il faut savoir que nous, on a pris une décision. Alors, c'était peut-être pas la meilleure, mais nous, à l'instant où elle a été prise, on a jugé que c'était positif et je vais mieux t'expliquer, t'inquiète pas. Premièrement, certes, oui, c'est vrai, c'est K2, nous, c'est les Antilles, tout ça, il n'y a pas de problème. On aurait pu chercher à composer un roster avec des Antillais, que des Antillais, des gens de Guadeloupe, Martinique, Guyane, voilà. Ça, on aurait pu. Sans problème. Il y a des joueurs, il y a de très bons joueurs, de très bonnes joueuses aussi, qui sont là, qui sont présents. Beaucoup qui ne veulent pas faire de l'e-sport, ou simplement beaucoup qui jouent sans vouloir. Voilà, sans chercher plus que ça. Ils ont leur vie et ils n'ont pas besoin d'aller dans l'e-sport. Eh ben, nous, ce qu'on a fait comme décision, c'est d'essayer de commencer avec une bonne base. Alors, parce que c'est important de prendre un bon départ. L'idée principale derrière K2, l'équipe K2 en Hexagone, en Europe, c'était de s'entourer de personnes avec un minimum d'expérience, pour qu'on puisse quand même partir sur quelque chose de solide pour un début. Donc on a pris la décision de se diriger, de ne pas se restreindre sur les joueurs, sur la nationalité, sur la localisation, tout ça. Ce qui fait qu'on a des joueurs qui ne sont pas français, littéralement. D'accord. L'équipe des K2, voilà, l'équipe qui exerçait encore il n'y a pas très longtemps, elle était composée à 60% d'étrangers. Ok. On avait des Croates, on avait des Danois, on a eu des gens qui sont passés. Vous on a eu n'êtes pas limité à la comment on dit ça, de la provenance du coup. C'est ça. On n'est vraiment pas limité. Donc c'est un peu plus compliqué. Savoir parler anglais, savoir s'affranchir des accents, parce que des fois il y en a, tu parles pas trop. Va falloir s'affranchir enfin voilà. Mais franchement, après, une fois que tu as passé tout ça, c'est bon délire. Les joueurs, ils sont sympas. Bon, malheureusement, c'est clair que comme ils sont pas en France ou... Donc du coup, l'état physique, être physiquement là où se trouve la structure, c'est pas un critère. Donc du coup, c'est quoi vraiment le critère? Si là, en fait, il y a un joueur qui a envie de rentrer dans ton équipe, qu'est-ce que tu vas regarder chez lui? Quelle attente tu auras? En termes d'attente, on sera plutôt sur
avoir un profil qui va coller avec l'équipe qu'on va vouloir mettre en place. Ok. Donc, premièrement, on évite généralement les joueurs un peu... Bon, nous, on appelle ça les princesses. Ok. C'est les joueurs qui pensent que parce qu'ils ont un bon niveau de jeu, ça veut dire qu'ils ont le droit de tout faire. Ils ont le droit... ils pensent que, voilà, parce que je suis bon, j'ai tous les droits. Pas vraiment. Donc il y a Nous, la ça marche pas. On n'aime pas mentalité. les... Voilà, faut que tu aies une mentalité de vouloir travailler en équipe. C'est la mentalité de, comme j'avais dit tout à l'heure, faut que tu sois autocritique. Logique. Quand on te pointe tes erreurs, qu'on t'a dit tu as fait quelque chose de mal, faut que tu puisses... faut que tu puisses l'accepter et comprendre. Ça c'est vraiment une raison principale. C'est ça. En fait, c'est vraiment ça qui va définir est-ce qu'un joueur est coachable ou pas. Parce qu'il y a de très bons joueurs qui sont impossibles à coacher. Ok. Donc, Simplement du coup, parce que... être diamant va pas faire un plus si tu prends un joueur ou pas. Alors écoute, pour le coup, le niveau de jeu en tant que tel, je vais même dire que c'est limite ce qu'on regarde le moins. Parce que D'accord. à haut niveau, en fait, le classement, ça se vaut en fait. Que tu peux être diamant. Bon, après, oui, c'est clair qu'il y aura toujours une différence entre un diamant et un challenger. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même un jeu d'équipe. Et que tu peux être diamant ou master ou peu importe. Voilà, nous, ça nous est déjà arrivé de tomber sur des équipes sur le papier qui avaient des joueurs bien meilleurs que les nôtres. Et on a quand même remporté des victoires. D'accord. Mais parce que nous, nos joueurs, ils avaient le mental, ils avaient la détermination. Les joueurs qui tiltent pas, on cherche ça aussi, des gens qui tiltent pas à la première défaite, des gens qui communiquent beaucoup, pas qui vont rester dans leur coin, qui sont un peu timides, tout ça. Bon, après, on vous dit pas d'être extraverti ou autre, chacun a son caractère. Et simplement, mis bout à bout, ça fait que nous, derrière, on a le profil de joueur qu'on aime bien. Si tu coches les cases et qu'en plus de ça, ton niveau de jeu est correct, il y a zéro raison qu'on te dise non. Et puis généralement, avant chaque recrutement, on va s'organiser une session où on va beaucoup jouer ensemble, on va beaucoup discuter. On a aussi les entretiens, on fait des entretiens individuels, on va beaucoup discuter. Et on laisse aussi énormément de choix, de place pour les choix du joueur. C'est-à-dire que on est les premiers à dire si tu viens, nous on t'accepte, mais il faut que toi aussi tu nous acceptes. Ok. Donc c'est réciproque. Est-ce que toi ça te plaît? Est-ce que tu nous plais? Oui. Maintenant, est-ce que nous on te plaît? Si c'est d'accord, on est parti. Donc là, pour continuer, on est en mars. Même si on est fin mars, c'est le mois de la femme, entre guillemets. Du coup, comme ça fait beaucoup débat au Sénat, par rapport à ton avis, toi, quel regard tu portes du coup sur la place des femmes dans l'e-sport? La place de la femme dans l'e-sport, écoute bien, parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ouais. J'en parlais il n'y a pas très très longtemps. Pour moi, déjà, on néglige beaucoup, on ne réalise pas que il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour les femmes dans les sports. Il y a de plus en plus de compétitions qui sont dédiées aux femmes. Il y a de plus en plus de ligues qui sont créées aussi par les éditeurs dédiés aux femmes. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a même des émissions, des formats dédiés aux femmes. Donc, plus le temps passe, plus il y a des choses qui sont mises en place pour les femmes. Mais moi, je pense que ce qui est triste, c'est que c'est peut-être pas... vouloir faire des ligues exclusivement féminines, est-ce que c'est pas dire justement à ces femmes-là, restez entre vous? Ou sinon,
En fait, c'est un peu bête. Alors toi, tu es plus pour Il y a les la équipes plupart des mixtes du coup. compétitions. En fait, moi, j'aime les équipes mixtes. J'aime les équipes mixtes. Et j'ai déjà rencontré énormément de filles qui qui ont un niveau de jeu stratosphérique par rapport à des gars qui sont de base, qui sont bons. Mais c'est des filles, franchement, où tu les vois jouer, tu dis, ah ouais, franchement, vraiment incroyable. La compétition que nous on fait, elle est mixte. Et très souvent, on affronte on trouve de tout. On trouve hommes, femmes, transgenres, on trouve tout. D'accord? Il n'y a pas de. De toute façon, Il n'y a pas de c'est comme barrière ça. pour entrer quoi dans l'e-sport. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de barrière dans l'e-sport. Mais Maintenant, on parle souvent des gameuses, mais on met pas en avant du coup la femme dans l'e-sport, c'est-à-dire responsable d'e-sport, voilà. coacheuse, casteuse. Il y en a beaucoup. Malheureusement, on aime bien associer l'image de la femme dans l'e-sport, je sais pas. Enfin, quand on va te dire, ouais, tu penses quoi de la femme dans l'e-sport? Généralement, c'est pas le rôle de joueuse qui va te venir à l'esprit tout de suite. Pour la plupart des gens, d'accord? Parce qu'on est encore dans ce côté très... Allez, on va pas se mentir. La scène e-sport est majoritairement un peu misogyne. C'est clair. On est là, on a beaucoup d'ego, on n'accepte pas qu'une femme soit meilleure que nous, on n'accepte pas que... Voilà, je vais en mode, ah oui, et après ça va partir dans les classiques, voilà, oui, enfin... Ouais. Mais c'est majoritairement misogyne. Moi, comme je t'ai dit, j'aime tout ce qui est... J'aime les équipes mixtes, les trucs là, voilà, très bien. Alors, pour l'avoir vu de mes propres yeux, je sais qu'il y a des filles, des femmes, qui participent à des compétitions, qui participent à des ligues, même des tournois, sous des pseudos ou sous des identités de garçons. Oui, pour se cacher, quoi. Hein, parce que elles ont un peu cette image de j'ai pas envie qu'on sache que je suis une fille parce que j'ai pas envie qu'on m'attaque sur mon physique, j'ai pas envie de prendre des insultes misogynes, j'ai pas envie de trucs, de machin. Ouais. Malheureusement, elles le font. C'est dommage, c'est dommage. Mais est-ce que toi, t'as déjà eu des joueuses? Alors, j'ai eu des joueuses qui ont fait des essais. Mais je n'ai pas eu de joueuses qui ont joué officiellement chez nous. Je n'ai pas eu. Malheureusement. J'ai eu de très bonnes... très bons retours. Hein. Mais simplement, comme je disais, voilà, c'est... Généralement, en fait, c'est des joueuses... c'est des joueuses... Joueurs, joueuses qui décident s'ils veulent. Et puis quand ils décident qu'ils ne veulent pas... Donc c'est du coup, c'est les filles même qui ont décidé de ne pas rester. Oui, voilà. En fait, il faut savoir que à cause de toute cette histoire, les filles sont de plus en plus attirées par les équipes full féminines. Ok. Ça va être plus facile. Allez, on va dire à un niveau de jeu similaire. Une fille va préférer jouer avec 4 autres filles que 4 autres gars. À un niveau de jeu similaire. Je sais pas. C'est logique. Si tu as le choix, les deux équipes ont le même niveau, tu vas préférer jouer dans un endroit où tu vas te sentir plus à l'aise. C'est nous après aussi de la mettre en confiance, c'est nous après de lui dire voilà, de sanctionner les comportements qui sont déplacés, que ce soit joueur, staff, peu importe, on sanctionne. Donc du coup, est-ce que tu as on va dire une charte, est-ce que tu mets en avant ces critères en mode, par exemple, écoutez les gars, peut-être cette année on va avoir des filles dans le staff ou en tant que joueuse, donc il y aura des choses à changer. Est-ce que tu fais Bien sûr, mais
Bien sûr, bah, de toute façon, ça, c'est la base. Après, j'ai même envie de dire, je vais pas aller voir les membres de l'équipe, aller voir les membres du staff, tout ça, en leur disant oui, peut-être qu'on aura des filles ou pas, donc il va falloir faire ci, il va falloir faire ça et tout. Non, parce que ça, on l'inclut dans le processus de recherche, dans les profils qu'on recherche, et on sait que les joueurs qui sont chez nous, on sait que ils n'ont, enfin voilà, du jour au lendemain, on peut leur dire bon ben voilà, maintenant elle est dans l'équipe, on y va, on fait ce qu'on a à faire, et qu'on n'a pas besoin de les reprendre comme des enfants, d'accord? Ok. Parce que c'est ça aussi, savoir que généralement nous les joueurs qu'on a ou les joueurs qu'on cherche, la moyenne d'âge, elle est à peu près autour de la vingtaine. Au bout d'un moment, quand t'as 20 ans, t'es plus un bébé, t'es plus un gamin. Oui. Tu vois, Normalement. on n'est pas normalement. Je connais des grands enfants. Hein. Je vois, il y a pas un oxymore là dans le. Bon, c'est pas grave. Ouais, je connais des grands enfants. Donc ça veut dire, normalement, t'as l'âge, t'as le recul, de pas faire des bêtises, faire des conneries. Voilà, c'est bon. Maintenant, si tu viens me dire, je n'ai pas envie de jouer parce que je n'ai pas envie de jouer avec cette personne parce que c'est une fille. Dans ce cas-là, mon gars, t'as rien à faire ici. Et encore, t'as rien. Je vais même pas dire que t'as rien à faire chez K2, c'est que t'as rien à faire dans l'e-sport. Ok. Pour continuer, justement par rapport à tout ce que tu dis, quel regard tu portes aujourd'hui sur l'évolution de l'e-sport et notamment aux Antilles? Alors, je suis plutôt optimiste sur tout ce qui va être l'évolution de l'e-sport aux Antilles. J'ai mis quand même quelques réserves parce que, bah, malheureusement, on connaît les contraintes de chez nous. Hein. Voilà, on les connaît, que ce soit au niveau infrastructure, au niveau communautaire. Parce que quand je dis au niveau infrastructure, ça va être tout ce qui va être les lieux. Nous, on n'est pas comme, on n'a pas de grandes instances, on n'a pas de grandes infrastructures, on n'a pas de stade, on n'a pas de serveurs chez nous, on n'a pas de... Enfin voilà, on est dépendant des autres. On essaie de faire des choses à notre échelle, mais on est quand même plutôt dépendant des autres, voilà. On n'a pas tout ce côté infrastructure. On sait très bien, il y en a beaucoup, on a des problèmes de connexion. Oui. On a des problèmes d'électricité, il y a vraiment beaucoup de trucs. Au niveau communautaire, même chose. On sait que en e-sport, pour que ça fonctionne, il faut que la communauté elle y mette du sien. On sait qu'il y a beaucoup de communautés différentes aux Antilles. T'as les versus fighting, forcément t'as les MOBA, maintenant t'as les jeux mobiles qui arrivent un peu, tout ça. Ouais. T'as les jeux de tir, tout ça. FPS. Et tout ça, en fait, ça va marcher tant qu'il y aura des gens pour que ça marche. Ok. Plus le temps passe, plus on va, et quand je dis on va, plus ça va paraître évident, en fait. Que voilà, les communautés elles se rejoignent, on va essayer d'organiser des choses justement pour essayer de faire en sorte que chaque communauté puisse avoir ses événements, d'accord? On sait, voilà, si on reste sur League of Legends, voilà, on sait que on a le rendez-vous de League of Legends pour la communauté League of Legends. On sait que les gens qui sont du versus fighting, ils ont leur rendez-vous versus fighting. Les gens qui ont quel truc, chacun a son rendez-vous et on veut juste que les communautés soient... Elles se réunissent. Okay. Bon, c'est pas... Et ben justement, pour finir, si tu devais comparer les sports à un sport comme le basket par exemple, qu'est-ce que tu dirais pour que les gens comprennent son importance et son potentiel aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais? Bah déjà considérer que l'e-sport c'est pas un vrai sport, parce que ça j'en ai vraiment entendu beaucoup. Hein. Oui mais tu transpires pas, tu trucs,
Écoute, déjà, le sport, avant d'être une question de physique, ça va être une question déjà de valeur. Parce que tu as les valeurs dans le sport traditionnel, tu as les valeurs fair play, les valeurs de travail d'équipe, les valeurs voilà, tu t'entraînes pour atteindre tes objectifs. Tu as toute cette sphère-là. Maintenant, tu as ce côté où tu travailles beaucoup sur toi, que ce soit en individuel, en équipe, voilà. Si tu fais le parallèle, tu as des sports individuels, tu as des sports d'équipe, c'est pareil. Ça, tu as ce côté-là. Du coup, tu t'entraînes seul ou en groupe pour atteindre un objectif. Au final, tu vas te rater, comme dans le sport traditionnel. Tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas remonter, repartir, réessayer, jusqu'à ce que ça passe. Comme dans l'e-sport, comme je disais tout à l'heure, l'e-sport, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui font, beaucoup de gens qui pratiquent. Il y a très peu de place si tu veux être professionnel, comme dans le sport. Même chose. Tu prends un joueur de basket, il y a énormément de basketteurs chez nous. Mais combien vont finir professionnels? Combien pourront même vivre de ça? Très peu. Peut-être 2, si on est gentil. 1. Pareil. Donc vraiment, si je suis en face d'une personne qui me dit, je suis en face d'une personne sur laquelle je veux convaincre que l'e-sport, c'est pas considéré comme un sport traditionnel, c'est clair, parce qu'il y a quand même des choses qui dissocient, mais il y a quand même énormément de points qui font que c'est quand même à considérer. Ouais. Et voilà, c'est quand même ouais. Bah, je te remercie. C'était un échange très intéressant qui soulève d'autres questions, d'autres débats, mais qui a permis quand même de mieux comprendre les coulisses de l'e-sport et les enjeux autour pour le développement de la scène. Donc j'espère que ça a inspiré quand même certains qui souhaitent justement se lancer. Et je remercie aussi tous ceux qui étaient là ce soir. Et vous pouvez rester dans quelques minutes, on va jouer à Raven Watch si ça vous intéresse. Et sinon, pour les autres, je vous fais des bisous.